devant Jérôme Lebrun pour son roman, qui est donc un premier roman. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, je dois le dire, qui est donc un roman policier, un roman noir, très très noir, qui s'appelle donc Les chiens de Détroit. Qui a lu ce livre ici? Ouh là là! Vous ne racontez pas la fin, s'il vous plaît. Pas de spoil. Parce que Dieu sait si la fin est inattendue et si elle est complexe. Moi, j'ai envie de commencer en vous lisant quelque chose qui est déjà loin dans le livre, mais qui est fondateur de ce livre, et qui est ce tout petit texte intitulé Contes et légendes du Moyen-Âge, auteur inconnu, et je ne sais même pas si cette légende existe, et je pose la question, est-ce que cette légende existe, la légende du géant de Brume? Non, je l'ai inventé. Comment? Il était une fois dans un village reculé une créature qu'on appelle le géant de brume. Chaque nuit, lorsque la lune voilée par les nuages n'éclairait qu'à moitié et que la brume humide léchait les maisons, il venait enlever les enfants qu'on ne revoyait jamais. En effet, on rigole plus là. Alors évidemment, il va être question d'enfants qui disparaissent, d'enfants qu'on ne retrouve pas et d'enfants qu'on retrouve morts. Et en fait, ce livre va s'ouvrir tout de suite sur l'arrestation de celui qu'on considère comme étant probablement le criminel et que les journaux appellent déjà le géant de brume, et on l'appelle comme ça depuis déjà un paquet de temps, parce qu'en réalité, les premiers meurtres ont eu lieu 15 ans auparavant. Donc quand on ouvre le livre, on est en 2013, deux flics, un homme et une femme, arrêtent cet homme, le fameux géant de brume, qui d'ailleurs va se laisser faire et qu'on soupçonne d'être, alors, dont on est certain qu'il est l'homme qui a enlevé tous ses enfants et dont on suppose que c'est celui qui a tué les 7 enfants précédents en 15 ans plus tôt. Alors c'est toujours compliqué de résumer un roman policier parce qu'évidemment on ne veut pas trop raconter de choses, donc on ne veut évidemment surtout pas raconter la fin, surtout que c'est un roman qui est très, très psychologique en fait, et moi c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, c'est que personnellement je lis quasiment jamais de romans policiers, et là j'étais très très surprise parce qu'en fait j'ai eu le sentiment de lire presque plus un roman psychologique qu'un roman policier. Et j'ai envie de dire un roman dont finalement peut-être que le sujet central c'est la paternité. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? Oui, c'est la base. C'est la base c'est l'idée principale. Je suis parti de là. Bon, moi, je suis papa d'un petit garçon que je cite à la fin et au début. C'est à lui que vous dédicacez le livre? Oui, bien sûr. Parce que le livre est dédicacé à Lohan. Oui. Et Lohan est donc votre petit garçon. Tout à fait. Et j'ai écrit ce livre parce que, comme tout parent, j'avais besoin d'exorciser cette peur qui est qu'il arrive quelque chose à son enfant. Que ça soit, bon, là, c'est un peu brutal, mais voilà, ça m'a servi de sortir cette peur, cette crainte que j'avais à l'intérieur. Et je l'ai lié à Détroit, parce que toute société, toute civilisation, à partir du moment où on n'arrive plus à protéger ses enfants, généralement c'est l'extinction de cette société, de cette civilisation. Et Détroit, qui est donc une ville qui a déjà subi beaucoup qui était à genoux à l'époque déjà et encore maintenant, qui a subi beaucoup économiquement et que aussi les émeutes raciales, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut arriver de pire, quelle est la dernière phase de la destruction d'une ville comme Détroit? Voilà, c'est celle-ci, c'est-à-dire la destruction de ses enfants, de ses propres enfants. Et la question qui imprègne le roman, c'est est-ce que Détroit va être capable de protéger ces enfants qui ont disparu 15 ans après et qui disparaissent à nouveau plus tard? Alors, à propos de Détroit, parce que Détroit, c'est vraiment c'est un personnage très important dans le roman. La ville, elle est extrêmement présente. Il pleut tout le temps, il fait gris, il y a de la boue, les maisons sont abandonnées. D'ailleurs, je voulais vous lire un tout petit passage qui, en 3 dates, vous situe en fait l'évolution de cette ville. Donc là, on est page 34. On est encore au début du roman. Et cette ville vraiment va revenir en permanence
avance comme véritablement un personnage du livre. Détroit, 1950, âge d'or de la ville, presque 2 millions d'habitants, l'une des mégalopoles les plus riches du pays, le revenu par habitant le plus haut des États-Unis. Détroit, 1967, les émeutes les plus sanglantes jamais connues, police contre peuple noir. 5 jours d'affrontement, plus de 40 morts, 500 blessés. Le président Johnson décide d'envoyer l'armée, plus de 7000 arrestations. Détroit, 1998, date à laquelle vous situez le début de ces disparitions d'enfants, enfin de ces meurtres d'ailleurs en 98. La moitié de la population enfuit en 50 ans des entreprises jadis florissantes qui mettent la clé sous la porte, le taux d'homicide le plus élevé du pays. Le contre-exemple incarné du rêve américain. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on situe les choses aux États-Unis parce que l'Amérique est encore un pays qui, de moins en moins d'ailleurs, mais qui fait encore un peu rêver. Et c'est vrai que souvent les bouquins policiers se passent dans ce pays. Et finalement, là, en quelque sorte, tout le monde est un anti-héros. La ville est un anti-héros. Stan Mitchell et Sarah Berkham sont aussi des anti-héros. Oui, tout à fait. Voilà, c'est quand l'atmosphère de la ville, l'historique de la ville colle parfaitement avec les personnages. Après, la question c'est est-ce que ce sont les habitants qui font la ville ou est-ce que c'est la ville qui fait les habitants? Là, les uns et les autres se reflètent dans le miroir. Ils sont tous donc Détroit, les habitants, les personnes qui sont obligées d'abandonner leur maison et leurs chiens, puisque les chiens de Détroit, c'est aussi ça, hein, c'est aussi ces milliers de chiens qui ont été abandonnés dans les rues de Détroit par les habitants qui avaient d'autres choses plus importantes à emporter avec eux. Donc oui, c'est le contre-exemple américain, c'est-à-dire qu'on part du top, l'âge florissant, avec tout va bien. Oui, les industries de voitures. Les industries Ford, Chrysler, etc. Et une chute vertigineuse. Voilà, parfait contre-exemple du rêve américain. La première ville à se déclarer en faillite aux États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment l'opposé de l'image d'Épinal qu'on en a tous des États-Unis, où on part du bas pour arriver au sommet de la société. Alors, le duo de policiers qui va travailler autour de cette enquête, qui va arrêter ce fameux géant de brume. J'en reviens pas que vous ayez inventé cette histoire de géant de brume. Vous pouvez la raconter à vos enfants, hein, le soir. Le prochain livre, c'est ça, ça va être un conte pour enfants. Donc ces deux protagonistes, Stan et Sarah, m'ont aussi énormément intéressée parce que, en fait, tous les deux, ce sont des gens fragiles. Et on n'est pas dans ce duo classique du good cop, bad cop, comme il y a souvent dans les films américains, policiers ou dans les bouquins, où vous avez le vieux mais un peu ronchon, mais qui connaît vachement bien son métier, et puis le jeune un peu foufou, qui a encore plein d'illusions. Là, ça marche pas comme ça. Non, là, ce sont vraiment deux personnages avec un passé assez chargé au niveau émotionnel et familial. Vous avez Stan qui a été muté sur Détroit suite à une bavure dans une autre ville. Et Stan qui, lui, dès le début, suit l'affaire des disparitions des enfants et qui va également se perdre dans la première partie, la première vague de meurtres. Il va tout faire pour retrouver ces géants de brume et les crimes vont s'arrêter d'eux-mêmes, comme si le tueur était lassé d'un jeu si facile, en fait, hein, parce qu'il n'y a personne en face pour le contrarier. Et vous avez Sarah qui est une jeune femme qui souffre d'hallucinations auditives légères, c'est-à-dire qu'elle a des fois elle a l'impression d'entendre des voix qui dictent un peu sa conduite et malgré tout contre lesquelles elle essaie de lutter. Donc ce sont deux personnages qui sont en quête de rédemption. La rédemption, c'est vraiment un terme qui représente et Détroit et les personnages, les protagonistes qui se promènent dans ces rues. Même le géant de brume, donc qu'ils arrêtent au début du livre, et ils disent, voilà, il dit à Sarah, donc l'inspectrice, tu sauras ma rédemption. Il y a vraiment une quête de rédemption de tout le monde. Et quand on cherche à effacer les erreurs du passé, on peut aussi en réaliser de nouvelles dans l'empressement d'effacer tout ça.
Et c'est le cas de ces deux policiers torturés qui vraiment... Mais voilà, ils représentent Détroit. Ils représentent la torture, la difficulté de se remettre, de retrouver le passé de flamboyant, de se remettre de ses erreurs. Voilà, c'est aussi à ce niveau-là psychologique le reflet de la ville. C'est la psychologie de la ville incarnée par les deux personnages. Alors c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est autant un thriller psychologique, et même presque plus, qu'un pur roman policier. C'est quasi psychanalytique par moment d'ailleurs, mais je ne veux pas faire peur en disant ça, c'est simplement parce qu'effectivement on sent bien qu'il y a des jeux d'écho comme ça entre cette ville qui part en capilotade et puis ces différents protagonistes qui sont tous des gens en souffrance en fait. Tout ça est décrit avec énormément de finesse. C'était important pour vous d'écrire un roman avec autant de complexité psychologique et pas juste un roman policier avec une intrigue qu'on va finir par comprendre. Et oui, c'est primordial, c'est ce qui me motive à écrire, c'est-à-dire de fouiller les personnages, de créer des personnages. L'intrigue, voilà, il y a plusieurs lectures, l'intrigue en elle-même, c'est pas le plus important dans le livre. C'est pas, on va pas, quand on ferme le livre, j'ai pas envie que le lecteur se souvienne de l'intrigue, j'ai envie qu'il se souvienne des personnages. Que les personnages le hantent quelque temps, ça peut être une heure après, ça peut être une dame qui l'a acheté hier soir, elle l'a lu toute la nuit, elle l'a terminé. Elle fait, voilà, elle est arrivée. La bonne nuit. Elle dit, je vous en veux. Je dis, bah, je suis désolé. Mais non, je veux que les personnages soient marquants pour le lecteur, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le cœur d'une histoire, ce sont les personnages. Tout ce qu'il y a autour, c'est un peu des satellites. Donc vraiment, Sarah et Stan, et même donc, le géant de brume, fallait qu'il soit fouillé, il ne fallait pas que ce soit le simple méchant qui tue des enfants. Il faut vraiment qu'il y ait une psychologie approfondie et marquante. Enfin, du moins, j'espère marquante pour le lecteur. Je confirme, ça marche très très bien. Oui. Je me suis laissé dire qu'à un âge encore très jeune, oui. Genre vers 10-12 ans, vous lisiez déjà des romans de Stephen King? Oui. Ben, racontez-nous ça. Ouais. Je suis né à Saint-Amand-Mauron, c'est une petite ville du Berry, du centre de la France, car rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'il y a les imprimeries Bussière dans cette ville. Et il y a quelques années, une bonne vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, les imprimeries Bussière, c'était une des plus importantes de France. Et c'est là qu'étaient imprimés tous les Stephen King, les Mary Higgins Clark, les gros noms de plusieurs maisons d'édition. Et ma mère avait un ami qui travaillait là-bas et régulièrement, donc il arrivait chez nous avec un carton rempli de livres qui n'étaient pas encore sortis donc, dans le commerce. Et oui, c'était un vrai trésor d'avoir le sentiment d'avoir ces livres, pouvoir lire ces livres avant tout le monde, même à 12 ans. Et voilà. Et on vous laissait lire ça? Oui, ben, je pense que ma mère ne savait pas que je lisais Stephen King. Elle a posé le carton, elle ne regardait pas ce que je prenais ou pas. Mais non, mais c'est comme ça que j'ai commencé à lire ces romans qui, oui, à cet âge-là, la nuit, je dormais sous la couverture, mais bon, il y avait, voilà, c'était un premier pas, et c'est à partir de là que j'ai aimé vraiment le produit livre. Et après, ce qui m'a permis de lire aussi bien encore du Stephen King, mais même de Mary Higgins Clark. Donc vous êtes un gros consommateur quand même de romans, de thrillers, de romans noirs. Oui, mais beaucoup littérature étrangère, mais plus aussi littérature classique. Je ne suis pas forcément un gros lecteur de polar. C'est pas ma littérature première, mais de temps en temps. Et alors, d'après vous, comment est-ce qu'on écrit un bon roman policier? Comment est-ce que vous avez fait? Moi, ce qui m'a fasciné là-dedans, et ce qui me fascine toujours, non pas dans les romans policiers que je lis peu, mais dans les films, c'est la complexité du scénario. Est-ce qu'on a ça clairement dans la tête? Est-ce qu'on fait un plan super construit et ensuite on rentre dedans? Ou est-ce que parfois, comme le disent certains romanciers, on se laisse un petit peu porter par ces personnages? Comment vous avez fait ça? Enfin, moi, je travaille sans plan, je travaille sans... j'écris. Simplement, ce qui me vient dans la tête en premier, c'est le titre du roman.
que le titre englobe toute une notion, dans ma tête, voilà, les chiens de Détroit, tout était dans le titre. Pas trop en dire, mais c'est vrai que c'est un titre qui a plusieurs significations. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Ouais. En 2012, il y avait dans les rues de Détroit, livrés à eux-mêmes, 50 000 chiens. 50 000 chiens. Dans une ville où il n'y avait plus que quelques milliers d'habitants. Ouais, et plus, Et non, je fais pas de plan. Alors ça a surpris aussi une fois j'étais à Chambéry, dans une librairie, et la personne qui avait organisé la rencontre avait, elle, fait le plan, parce que ça s'entrecoupe, hein, il y a le passé, il y a le présent, il y a les plusieurs personnages, et elle avait fait le plan, chapitre par chapitre, avec les dates qui se reliaient à tel chapitre, etc. Et elle l'avait dévoilé à un moment où je ne m'attendais pas pendant la conversation. Et j'ai vu ça, je fais ah oui, elle avait fait le travail que normalement j'aurais dû faire, je sais pas, mais c'était impressionnant de voir le recoupement et tout. Et j'ai dit, mais je suis désolé, mais non, j'ai écrit En fait, j'écris comme j'aimerais lire une histoire. J'écris l'histoire que j'aimerais lire, donc ça aide à découper naturellement le texte. Donc alors là, je peux dire que je suis très très surprise de cette réponse, parce que vraiment, j'attendais le contraire absolu. Ah ouais. Parce que justement, ce livre est construit de façon tellement complexe et en même temps tellement logique. Et justement, il y a ce système d'aller-retour, parce qu'on ouvre le livre, on est tout de suite dans « ils ont arrêté le criminel ». Bon, enfin, 3 pages plus loin, on nous balance 15 ans avant. Et puis, on va faire sans cesse ce mouvement comme ça, mais on ne sera pas perdu. Il ne faut pas se dire « oh là là, ça va être le bazar, on ne va pas s'y retrouver ». Non, 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 on s'y retrouve très bien. Donc je me suis dit « putain, le mec, il a dû faire un super plan, ça a dû lui prendre des semaines ». Non, désolé, non, j'ai écrit, je dis quel chapitre j'aimerais lire après ça, qu'est-ce qui pourrait se passer après pour que ça accroche. Donc non, j'ai pas de plan et poursuivant non plus. Nous allons faire un vidéo de thriller. Non, c'est de l'écriture qui coule. L'important, c'est que je me mets à écrire aussi à partir du moment où c'est clair dans ma tête. C'est-à-dire, j'ai l'histoire, j'ai le début, j'ai la fin, j'ai les personnages principaux. Pendant l'écriture, ça dévie. Parfois, à un moment, j'ai l'impression que ce sont les personnages qui écrivent l'histoire, c'est eux qui me promènent dans les rues de Détroit, c'est eux qui... J'ai cette impression-là, donc je laisse défiler tranquillement le texte. Et voilà, après, oui, j'écris naturellement comme ça, sans me reporter un plan. Alors c'est vrai que les histoires qui commencent par la révélation immédiate du coupable, on se dit toujours bizarre. Ce qui est assez fou dans cette histoire, moi ce qui m'a semblé, c'est que finalement tout le monde était coupable de quelque chose. C'est ça. Quête de rédemption de tous les personnages. Quand on est en quête de rédemption, c'est qu'on est coupable de quelque chose. À la limite, on est tous coupables d'avoir à un moment de notre vie, soit mal agi, soit mal pensé, soit mal réfléchi. On a tous quelque chose à rattraper. Là, ils ont du lourd à rattraper, mais voilà, ils sont tous... tout le monde est coupable, et c'est ce qui atténue aussi peut-être la découverte et la compréhension du véritable mobile. Parce que je ne voulais pas faire un méchant qui soit simplement méchant. Il y a la méchanceté, il y a parfois de la gentillesse mal orientée, où il y a de la maladresse, où il y a une très très bonne excuse, parfois, même si quand sont sur des enfants, je pense qu'on est tous d'accord, il n'y a aucune excuse valable, mais il peut y avoir des excuses. Mais c'est ça qui est vraiment puissant en fait dans ce livre, c'est vraiment la dimension psychologique, parce qu'on sent à quel point vous êtes partie prenante de chacun en fait, de vos protagonistes. C'est qu'effectivement, il n'y a pas les méchants ou le méchant, et puis les gentils flics, et puis les méchants. Non, en fait, tout le monde a effectivement quelque chose à se reprocher, tout le monde a quelque chose à souffrir aussi. Ouais. Il s'agit vraiment de gens douloureux en réalité. Et j'ai trouvé ça d'abord hyper émouvant en fait, oui. Ce qui n'est pas c'est pas l'émotion première, c'est pas le sentiment premier qu'on attend à avoir quand on lit un thriller. Non, c'est vrai. Et ça fait partie des plus beaux compliments qu'on m'ait fait par plusieurs lectrices qui m'ont dit vous m'avez fait pleurer. Et ça,
Ça, c'est énorme pour, quand on écrit quelque chose et que le but, c'est de faire comprendre aux gens un caractère, une action, etc. Dans la tête, quand on écrit, c'est simple, parce que nous, on l'a dans la tête, donc c'est visuel, c'est le faire imaginer aux personnes qui lisent, aux lecteurs, aux lectrices, c'est plus compliqué. Il faut bien choisir les mots, il faut bien doser les phrases. Et là, quand on vous dit vous m'avez fait pleurer, ouais, on se dit oui. La psychologie du personnage a touché la psychologie du lecteur, et là, voilà, vraiment, c'est une rencontre qui laisse des traces. Alors, c'est un livre, je disais tout à l'heure, qui est assez oppressant, hein, il faut quand même dire les choses comme elles sont, et puis on s'y glisse quand même avec un certain bonheur dans cette oppression, dans cette noirceur. Parfois, dans les romans policiers, il y a des petites choses drôles, non, pas du tout. Il y a juste quand même, je voulais vous interroger là-dessus, un petit endroit comme ça, où tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a traversé. Oui. Alors, non pas que ce soit drôle, mais tout d'un coup, il y a comme un caméo de vous dans le livre. Oui, mais alors, un caméo, vous savez, c'est quand un réalisateur passe dans son film de façon brève et rapide, que soudainement, on le voit passer sur un quai de gare, voilà. Et Sarah, elle a eu un petit ami français qui habite dans le sud. Oui. Et je sais pas pourquoi tout le monde est-ce que tout d'un coup, est-ce que Jérôme Lebris se serait pas glissé juste à cet endroit-là? Alors on ne le voit pas, hein, on en entend vaguement parler. Mais oui, c'est furtif. Je me suis dit, tiens, un petit caméo. Alors, passe dans le livre. C'est un caméo, mais c'est le reflet d'un caméo. Il y a encore un jeu de miroir là, puisque c'est inversé en fait. Sarah, qui a un ami qui venait du sud, c'était l'inverse. C'était moi qui avais une petite amie qui venait du sud à un certain moment. Donc oui, c'est une petite digression qui se voulait discrète. Mais bon, je crois que c'est sans compter sur l'attention. Mais bon, c'est un jeu de miroir, voilà, c'est inversé, les personnages sont inversés. Il y a une phrase qui revient 2 fois dans le livre et qui est une phrase forte. Alors pour le coup, j'imagine que celle-là, vous ne l'avez pas inventée puisque vous citez l'auteur qui l'a écrite. Et cette phrase, c'est « et que se taise ainsi cette haine qui me fatigue tant ». Oui, ça c'est une phrase de Javier Marias. Et je l'avais découverte complètement par hasard. J'étais en Angleterre, j'avais acheté Le Monde et il y avait, pendant l'été, ils offraient une petite nouvelle d'un auteur étranger et j'étais tombé amoureux de cette phrase, et que se taise ainsi cette haine qui me fatigue tant. Et voilà. Et j'ai un peu axé la psychologie de Sarah autour de cette phrase qui lui va très bien. Et c'est une phrase puissante. Et de quelqu'un qui est vraiment au bout du rouleau et qui, comme Détroit est au bout du rouleau, comme les inspecteurs Stan et Sarah sont au bout du rouleau. Pour moi, c'est vraiment une phrase que se taise ainsi cette haine qui me fatigue tant. Je trouve ça moi, j'ai pensé que ça aurait presque pu être le titre du roman. Je suis tentée que les éditeurs soient d'accord pour faire un titre qui soit grand comme une phrase. Oui, puis emprunté, je ne sais pas si. Bien sûr, si. Non, mais c'est une phrase. On emprunte des phrases à des chansons. Rien ne s'oppose à la nuit. Voilà, de l'évidence. Ouais, ça aurait été. Non, il faut que ça reste discrète cette phrase. Il faut qu'elle soit dans le texte, mais plus murmurée, susurrée que affichée en gros. Alors, Détroit, qui est une ville que vous décrivez. Dont vous décrivez l'atmosphère et même visuellement de façon extrêmement précise. C'est une ville où vous avez vécu, que vous connaissez? Je suis passé rapidement, il y a des années, en voyage scolaire, donc c'était pas l'étape et donc vous étiez un enfant principale. J'étais un enfant. D'accord. Juste je note, je ne peux pas. Et non, je me suis imprégné de photos surtout. Comme la photo qui est en couverture. Oui, ça c'est vraiment Détroit. Hein. Voilà, ça c'est un artiste détroitien, donc un photographe professionnel qui habite là-bas. Et je suis imprégné de ces photos, plus que des séries ou des films ou autres. Voilà, il suffit de mettre une photo, cette maison,
regardez devant vous et il y a plein de mille et une questions qui arrivent. Que s'est-il passé? Qu'avait-il avant? Qu'y a-t-il maintenant à l'intérieur? Qu'est-ce que ça va devenir? Enfin bon, donc imprégné principalement à base de photos, de photographies d'artistes. Alors le prochain livre, parce que forcément il va y en avoir un prochain, est-ce que ça va être aussi un thriller? Ça sera un thriller, oui. Enfin oui, thriller, roman noir, pareil, dans la même veine. Sauf que là on va quitter le ciel métallique, gris et attristé de Détroit pour se plonger en Vendée. Ah oui. En bord de plage, sous le soleil rayonnant, sous le sable agréable. Je sens qu'il va pas s'y passer des trucs sympas. Et même sous le soleil, voilà, il peut y avoir des difficultés, des assassinats, mais bon, voilà. Mais ça restera pareil, pour la psychologie des personnages. Là, il y a un peu plus d'autobiographie dedans, puisque c'est un endroit que j'ai connu quand j'étais enfant, ouais. Avec des personnages que j'ai connus. Mais bon, on reste dans la même veine, c'est-à-dire qu'une ambiance lourde, des secrets qui vont se dévoiler. Et voilà, je ne peux pas trop en dire. Le titre, ça sera le 12e chapitre. Voilà, ça va s'appeler le 12e chapitre? Le 12e chapitre, oui. En septembre, oui. En septembre, ouais. Donc on prend rendez-vous pour l'année prochaine, alors, si je comprends bien. Ouais. Voilà. Donc ça dit maintenant, on devient un écrivain? Mais, on change de vie? Ouais, c'est le but. Alors l'année prochaine peut-être, pour vraiment ne faire que cela. Mais oui, à 9 ans, moi je voulais être prêtre, parce que pour moi, prêtre, c'est le monsieur qui était enfermé dans son église avec ses bouquins. J'ai eu pas du tout notion du côté spirituel et religieux, mais j'avais vu monsieur penché au-dessus des grimoires. C'est une vision un peu moyenâgeuse du prêtre. Ouais, c'était un peu ça, c'était un peu ça. Et bon, ça a changé depuis ma vision du sacerdoce. Du sacerdoce. Oui. Mais voilà, oui, c'est un rêve d'enfant, c'est le rêve d'enfant quand on demande ce que tu veux faire plus tard, c'est soit vétérinaire, soit pompier, je voulais être prêtre. Donc je donnerai la messe l'année prochaine peut-être. Basilique. Et rendez-vous est pris.